Alors, j'espère que tout le monde va bien. Il y a d'autres qui disent toujours même chanson. Mon frère, quand tu vas toujours à l'école, c'est pas toujours le même livre que tu ouvres. Ou bien, à chaque fois que tu t'en vas là, quand on dit ce sont les cours de maths, tu jettes le livre de mathématiques pour prendre, je ne sais pas, le livre de DPS, n'importe quoi. La répétition est d'ordre pédagogique. Et vous, les gens comme les Kwame, comment ils s'appellent? Kwame et Bri, vous, les gens comme les Kwame et Bri, il faut la répétition pour vous faire comprendre. Ouais, vous êtes des personnes têtues. Des gens qui ne comprennent rien. Donc, il nous faut une répétition à longueur de journée pour vous faire comprendre certaines choses. Ouais, il y a des gens qui sont têtus. Alors bonsoir à tous et à tout temps pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis l'incontournable bien qui a compris tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mange pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la ville, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur, moi, dans la période, moi, Bungu, laisse-moi mourir, 5 plein de royal, padrino, camari, des eaux, la moudia. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler de Laurent Gbagbo, le plus grand voleur des élections de la Côte d'Ivoire. Ce monsieur a volé les élections, ce monsieur a provoqué la guerre. Voilà pourquoi cette vidéo, j'aimerais bel et bien la faire pour éclairer les gens et appeler les gens qui supportent jusqu'à présent le FPI de quitter dans leur rêve et de rejoindre le RADP. Parce que le RADP est le seul parti capable de relever la Côte d'Ivoire. Et Laurent Gbagbo, qui soi-disant le panafricain, mais le panafricain incapable, incapable qui ne sait pas ce que c'est que le panafricanisme. Et Laurent Gbagbo, à cause de l'argent qui tue ses amis, sans aucune justice. Donc c'est de ça qu'il s'agit ce soir. Il a tué qui? Pourquoi il n'a pas fait de justice? Nous allons en parler. Alors, vous savez qu'en 2010, parce que toujours, nous revenons sur la même question. Qui avait gagné les élections? Qui avait gagné les élections? Mais quand je vois des individus venant du camp de Laurent Gbagbo poser une telle question, mais je suis abasourdi. Je suis fort étonné. Et je suis surpris de voir encore des intellectuels ivoiriens, des personnes dotées d'un cerveau, des personnes réfléchissantes se poser encore jusqu'à l'heure où je vous parle une telle question pareille. Qui avait gagné les élections? Mes frères et mes soeurs ivoiriens et ivoiriennes, je tiens à vous dire, les élections de 2010 avaient été bel et bien gagnées par Alassane Ouattara. En tant que candidat, il avait gagné les élections. Et donc, à partir de maintenant, il est son excellence, monsieur le président Alassane. Laurent Gbagbo savait bel et bien qu'il avait perdu les élections. Mais vous savez pour que Laurent Gbagbo soit élu président de la République? Parce qu'il s'était autoproclamé président de la République. Vous savez qu'est-ce qu'il avait fait? Laurent Gbagbo a pris la décision d'annuler 7 régions du Nord. Vous trouvez cela normal? 7 régions, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 régions du Nord. Pour que lui, Laurent Gbagbo, il puisse être élu, s'autoproclamer président. Pourquoi il avait annulé les 7 régions? Il disait que non, il y avait eu des fraudes. Et que ses représentants n'avaient même pas voté, qu'ils n'avaient même pas une petite voix. Ça, c'est du mensonge. C'est du mensonge parce que ce que Laurent Gbagbo, ils nous ont fait, voilà, la liste électorale du Nord, des régions du Nord. Ils n'ont pas dit que Gbagbo n'a pas eu une seule voix. Hein. Ils ont dit il y a des voix supplétives. Donc, ils posaient la question d'où venaient ces voix supplétives. Ils n'ont pas dit parce que Laurent Gbagbo n'avait pas eu une seule voix là-bas. Donc, du coup, alors il fallait annuler les élections de là-bas. Non. Donc, si Laurent Gbagbo et son équipe avaient constaté qu'il y avait eu des voix supplétives, mais il fallait que les élections soient réorganisées. Est-ce que dans ça, là, il y a problème? Au lieu de prendre la CEI en otage et l'empêcher de proclamer les résultats, il fallait demander à la CEI d'annuler les résultats et de revoir l'organisation des élections. Ça n'allait même pas envoyer problème. Donc la CEI n'allait pas proclamer quelqu'un président. Elle allait prendre la décision d'annuler tout.
Le conseil constitutionnel aussi annulait tout. Et donc, tout revenait à zéro. Et ils allaient battre campagne à nouveau. Tous les candidats qui avaient été déjà éliminés, ils allaient être au pied du mur. Et le candidat Alassane, plus le candidat Laurent Gbagbo, partait aux élections pour voir entre les deux qui allait réellement gagner. Et suite à cela, il allait avoir des moyens pour surveiller ces élections. Mais Laurent Gbagbo ne l'a pas fait. Il savait bel et bien qu'il avait perdu. Cette région, je vous dis, cette région pour que tu puisses gagner ton adversaire, sachez bel et bien que Laurent Gbagbo avait... Mais au nord là-bas, là, il a qui là-bas? Laurent Gbagbo. Suite à sa politique xénophobie qu'il a menée en Côte d'Ivoire, qui allait le voter au nord là-bas? Les Aboudraman Sangaré. Mais les Aboudraman Sangaré, ce sont des trucs baoulés. Hein. Il a un côté, il paraît qu'il a un côté baoulé bizarre là. Et les autres, comment ces petits patriotes présentés là? Eux, ils le suivaient à cause de l'argent, ils ne le votaient pas. C'est des plaisantins, ils ne l'ont pas voté. Ils n'ont rien foutu au nord là-bas pour lui. Parce qu'il avait trop mené la xénophobie. Personne ne pouvait voter Laurent Gbagbo au nord. Personne. Mais Laurent Gbagbo, ce qu'il avait oublié, c'est que les nordistes, là, ceux qui étaient là-bas, qui avaient un peu le goût des gens, hein, qui avaient un peu le goût de choisir un autre candidat en dehors d'Alassane Ouattara, c'était le candidat du PDCI, parce qu'ils avaient encore le goût du PDCI. N'oublions pas qu'avant là, il y avait un seul parti politique. Donc il y avait le parti unique, qui était le PDCI. Donc que tu sois du nord, l'ouest, l'est, en passant par le centre, et au sud, il y avait seul le PDCI. Donc tout le monde était PDCI avant de devenir FPI, avant de devenir RDR. Donc si des gens du nord voulaient voter un autre candidat en dehors d'Alassane Ouattara, c'est le candidat du PDCI ils allaient voter, qui était bel et bien Henri Konan Bédié. Donc si c'est Bédié et Alassane Ouattara qui partaient au deuxième tour, Bédié allait avoir la chance d'avoir quelques voix au nord. Mais Laurent Gbagbo, il sait bel et bien que les réalités sont là. Et les réalités ne blaguent pas. Ces réalités sont lesquelles? Il savait bel et bien qu'au nord, là, il était détesté parce qu'il ne menait pas une bonne politique. Il ne menait pas une bonne politique, il faudrait qu'on soit clair. Il n'y avait pas de bonne politique menée par Laurent Gbagbo. Tous ceux qui le suivaient, qui étaient des nordistes, c'était des petits fessis formés par Charles Blé Goudé. C'était des petits bandits, ils étaient avec Laurent Gbagbo à cause de trucs. Mais ceux-mêmes qui le supportaient, leur propre famille ne supportait pas Gbagbo. Parce que les gens savaient ce que Laurent Gbagbo leur avait fait subir au nord de la Côte d'Ivoire. Donc en aucun cas, ils allaient supporter Laurent Gbagbo. Et ce que Laurent Gbagbo oublie, c'est que je ne peux pas comprendre. Les membres du API, jusqu'à aujourd'hui, ils sont dans un rêve profond. Lorsqu'ils avaient demandé de faire l'enrôlement, les militants du API n'avaient pas voulu faire d'enrôlement. Au lieu de se faire enrôler, ils étaient là dans les émotions. On ne veut plus voter, Gbagbo a déjà gagné, et puis ils chantaient des chansons bizarres. On leur demandait d'aller se faire enrôler, ils ne se sont pas fait enrôler. Est-ce que vous comprenez? On leur a donné l'argent pour battre campagne, ils n'ont pas battu campagne, ils ont pris cet argent, ils ont détourné, ils ont mis ça dans leur poche. Nati Baba avait pris une partie de l'argent, elle n'a pas battu campagne, elle a mis ça dans ses poches. Bel et bien d'autres directeurs de campagne n'ont même pas battu campagne, ils ont mis ça dans leur poche. Les électeurs, les militants du pays n'ont pas fait leur carte d'électeur. Ils ont préféré rester dans les capalodromes et dans les maquis en faisant croire aux gens que Laurent Gbagbo avait déjà gagné et qu'il est trop populaire parce qu'il mobilisait les gens. Mobiliser les gens et avoir les papiers pour aller voter là, ça fait deux. Tu peux aller assister à un meeting, mais après le meeting, si on te dit d'aller voter et que tu n'as pas de document, tu votes comment? C'est ce qui les avait blagués. Ça, c'est un. Donc, les militants du RPI n'avaient pas fait d'enrôlement. Ils n'avaient pas de carte d'électeur. Ils étaient dans les émotions. Ils se regroupaient autour de Blé Goudé Gbagbo. Wow, ils criaient, ils grognaient. Ils criaient, ils jubilaient de joie. Pour eux, là, il fallait qu'ils voient une telle masse populaire pour être convaincus que oui, ils allaient remporter les élections. Ce qui les a trompés. Ce qui les a trompés. Ce qui les avait trompés. Mais statistiquement parlant, Laurent Gbagbo, là, avant même le deuxième tour, il était dans une coalition. Parce que les gens, ils font comme s'ils sont ignorants. Il était déjà dans une coalition.
Le FPI là, était déjà un parti politique coalisé dès le premier tour. LMP là, ce n'est pas le nom du FPI. Hein. Pourquoi c'est devenu LMP, majorité présidentielle? La majorité présidentielle, c'est parce qu'il y avait déjà plusieurs mouvements et certains petits partis politiques qui ne sont même pas vus en Côte d'Ivoire, qui ont fait cette coalition pour aller au premier tour. Donc, dès le premier tour, le FPI n'était pas le FPI. Le FPI était déjà une coalition. Parce qu'en face de Laurent Gbagbo, aucun autre parti politique ou bien aucun autre patron, hein, ou bien aucun autre leader d'un mouvement soutenant FPI devenir candidat face à Laurent Gbagbo. Ils allaient les accuser d'être des traîtres. Donc, sachant cela, ils avaient décidé dès le premier jour, dès le premier tour, de se rattacher au leader, hein, Laurent Gbagbo, de se coaliser avec le FPI. Donc, le FPI est allé aux élections avec une coalition dont le nom était la LMP, qui veut dire la majorité présidentielle. Est-ce que vous m'écoutez? Mais avec cette coalition, dès le premier tour, le FPI n'a pas atteint cette barre de 40%. Hein? Étant coalisés, hein, ils n'ont pas atteint de 40%. Mais ça là, ils n'ont pas dit qu'il y avait eu de tricherie. Puisque eux-mêmes, ils étaient d'accord pour le résultat du premier tour. Donc, le premier tour là, Laurent Gbagbo avait eu combien de pourcentage? Combien de pourcents? Il avait eu combien? Je pense que c'est entre 42% ou bien 38%, un truc comme ça. Non, 48%, je pense. Hein. 48 à 42, quelque chose comme ça. Donc, il n'a pas pu atteindre les 50%. Donc, avec cette coalition, il n'a pas pu atteindre les 50%. Bon, sachant bel et bien que ceux qui étaient en face, il y avait Bédié, il y avait Alassane, il y avait Mabry Touakeus, il y avait Anaki Kobena, mais je cite, hein, il y avait Anaki Kobena, Mabry Touakeus, Henri Kona Bédié, Alassane Ouattara comme candidat, et bel et bien d'autres qui étaient aussi candidats. Mais lors du deuxième tour, Laurent Gbagbo devait comprendre, et les membres du pays devraient comprendre, que Mabry Touakeus et son parti politique ont décidé de soutenir le candidat Alassane, ça fait 1. Anaki Komena, avec son parti politique, ont décidé de soutenir Alassane, ça fait 2. Et le grand PDCI, qui est un grand parti politique en Côte d'Ivoire, a décidé de soutenir Alassane, ça fait 3. Et le grand RDR, hein, était là, donc ça faisait 4 grands partis politiques. Et si on veut citer les grands partis politiques en Côte d'Ivoire, on cite le PDCI, on cite le RD, on cite le FPI. Ce sont les 3 grands partis politiques de la Côte d'Ivoire. Maintenant, en dehors de ces 3 grands partis politiques de la Côte d'Ivoire, il y a d'autres partis politiques. Mais ceux qui sont un peu vus, ces partis politiques qui sont un peu vus aux yeux des Ivoiriens, on prend celui de truc Anaki Komina, on prend celui de truc Mabry Touakeus. Donc voilà encore les 2 seconds grands partis politiques, en dehors des 3 premiers. Les 2 seconds qui viennent là, c'est ça. Celui de Mabry Touakeus et celui d'Anaki Komina. En dehors de ça, l'UNG, ça c'est un petit mouvement qui vient de commencer, qui s'est transformé en parti politique. Sinon, en dehors de ça, il n'y a plus un bon parti politique. C'était des petits mouvements qui traînaient en Côte d'Ivoire. Je sais qu'il y a des partis politiques, mais on ne les voit pas. Il y a combien de milliers de partis politiques, mais on ne les voit pas. C'est sur papier, mais sur le terrain, ces partis politiques n'existent pas. Ça existe par nom, à travers sur un bout de papier. Mais sur le terrain, on ne les voit pas. Donc si on veut faire les statistiques des choses, on sait bel et bien que dès lors que 2 grands partis politiques ont déjà fait une coalition. Parce que ce que les membres du FPI veulent nous faire croire, mais au sein du PDCI, là, il n'y a pas eu de désertion. Il n'y a pas eu des grosses têtes du PDCI qui ont fui le PDCI pour rejoindre le FPI. Ou bien leur coalition appelée la LMP. Non, il n'y a pas eu de désertion. Donc, des gens n'ont pas déserté au sein du PDCI. Des gens n'ont pas déserté au sein du RDR pour rejoindre le FPI, qui se faisait maintenant appeler la LMP. Donc, dans quel truc, par quelle magie, le FPI fait croire aux Ivoiriens qu'il a gagné les élections de 2010 avec tous ces partis politiques rassemblés, coalisés.
Par quelle magie le RPI devrait-il gagner les élections? Même vous expliquez ça à un petit de ceux deux, de CP1, il va vous dire que le RADP avait gagné. Voilà, le PIT de Vaudier aussi avait soutenu Alassane. Donc vous comprenez, PIT, truc, l'UDPCI, MFA, PDCI, RD, tous ceux-là, ce sont les grands partis politiques que je vous... Mais eux tous, ils se sont mis ensemble. Maintenant, côté Gbagbo, là, le seul grand parti politique qui était là-bas, c'était que le FPI, en dehors du FPI, tout cela, c'était le mouvement Galassi Patriotique. Oh, ceux qui ont dit Galassi Patriotique, c'est eux tous là qui sont les militants du FPI, en fait. Ils sont des Galassi Patriotiques, les patriotes, les jeunes patriotes, ou bien Kojeb, tous ceux-là, ce sont les militants du FPI. Donc, il n'y a pas quelque chose de nouveau sous le soleil. Premier tour, ils n'ont pas pu atteindre 50%. Mes frères. Donc on dit deuxième tour, Gbagbo pouvait passer par où pour atteindre 58% et gagner à la salle. Par où il pouvait passer. Les autres militants là, ils sont quittés où pour donner leur voix à Gbagbo? Ils sont quittés où? Ou bien vous pensez qu'ils ont fui le PDCI, ils ont fui le RDR, ils ont fui PIT, ils ont fui l'UDPCI, ils ont fui MFA. Et c'est moi qui veux citer. Pour rejoindre Gbagbo? Non, c'était du mensonge. Donc les membres du FPI, eux-mêmes là, consciemment, ils le savent qu'ils avaient perdu les élections. Et qu'ils n'avaient pas gagné. Ils savent. Mais puisque ce sont des petits dictateurs et des voleurs des élections, ils voulaient se maintenir au pouvoir. Ils voulaient se maintenir au pouvoir. Parce que c'est un parti politique incompétent qui a toujours passé son temps à boycotter. Parce que ce parti politique sait bel et bien que aller aux élections proprement, sans tricherie, ne pourra jamais gagner une élection en Côte d'Ivoire. On a vu ça. En 1995, ils ont boycotté parce que Gbagbo ne pouvait pas tenir face à Bédié. Ils savaient qu'aller aux élections avec Bédié était un échec bien cuissant du FPI. Laurent Gbagbo était obligé de boycotter les élections pour dire non, ce n'est pas une bonne élection, je boycotte. Il avait peur. Il avait peur. Il était obligé de boycotter. Les élections de 2000, qu'est-ce que Laurent Gbagbo a fait? Il a menti à Gueye. Il dit si Bédié et Alassane sont candidats, je boycotte. Je ne vais pas être un candidat. Suite aux instructions de Laurent Gbagbo, Gueye Robert a pris une décision d'écarter Bédié et d'écarter Alassane Ouattara. Parce que Laurent Gbagbo avait quelque chose derrière la tête. Parce qu'il était conscient que laisser Bédié et Alassane Ouattara participer au jeu électoral en 2000, Gbagbo, il perdait dès le premier tour. Il n'allait même pas aller au deuxième tour. C'est Ouattara et Bédié qui partaient au deuxième tour. Quand il a vu ça, il dit, Gueye, éloigne-moi Bédié et Ouattara. Ils sont dangereux. Et toi et moi, on va aller aux élections. De toutes les façons, je vais te laisser gagner. Quand tu vas gagner, je vais être ton premier ministre, tu vas être le président. Gueye dit, j'ai compris. C'est suite à ça. Voilà l'élection engagée. Puisque les Francis Vaudier, ils ne pouvaient pas aller quelque part. Donc eux là, on les avait battus. Laurent Gbagbo, il fait un appel, il dit sortez dans les rues, donnez-moi ma victoire. Gueye a dit, mais tu es un boulanger, tu m'as menti. Tu m'avais dit que toi, Gbagbo, tu n'allais jamais revendiquer une quelconque victoire. Mais par quelle magie tu demandes à la population de descendre dans les rues pour te donner le pouvoir? Et dans cette élection, on ne sait pas jusqu'à présent qui avait gagné, qui avait perdu. Parce qu'il n'y a pas eu de récoltage des voix. Ils n'ont jamais proclamé les voix de chaque candidat des différentes régions, des différentes villes de Côte d'Ivoire. Ça n'a jamais été proclamé. Les élections de 2000. Donc, est-ce que c'est Gueye qui avait gagné? Est-ce que c'est Gbagbo qui avait gagné? Jusqu'à présent, on ne sait pas. Mais Gbagbo a eu droit, il a eu la chance de prendre la RTI en otage. Et il a fait une déclaration là-bas. Donc, il y avait la lutte entre Gueye Robert et Laurent Gbagbo. L'autre revendiquait le pouvoir, l'autre revendiquait le pouvoir. Mais comme Gueye, il ne voulait pas de problème, Laurent Gbagbo a reçu le soutien de la France. Parce que les Guy Lambertini, ils étaient sur terrain. Les Guy Lambertini, ils étaient sur terrain. Et c'est ceux-là qui ont convaincu à son temps Jacques Chirac pour dire choisissons Laurent Gbagbo et que l'autre était militaire. Nous ne voulons pas un pouvoir militaire en Côte d'Ivoire. Et ils ont menacé Gueye Robert que si tu ne cesses pas, alors la France risque de s'impliquer là-dedans.
Et cela va engendrer des conséquences graves. Voilà comment Gueye Robert a eu peur et il s'est retiré. Parce que lorsque le coup d'État s'est passé en 99, et que les IB étaient partis chercher Gueye au village, à quoi même, le village de Yakuba, là, comme Kourouma, quelque chose comme ça, quoi même, je ne sais pas, un village comme ça. Gueye ne voulait pas venir. Il ne voulait pas venir faire la transition. Mais lorsqu'ils ont pris sa femme en otage pour l'amener sur Abidjan, ils lui ont dit, Gueye, si tu ne nous trouves pas à Abidjan pour faire la transition, on te donne 48 heures. Si tu ne te rends pas à Abidjan, on va abattre ta femme. Puisqu'il avait des enfants et sa femme, il ne voulait pas que sa femme meure. Il a dit, bon, j'accepte. C'est comme ça, le lendemain, il a suivi les militaires, les IB, et il allait faire la transition. Donc, lui, Gueye même là, il ne voulait même pas le pouvoir. Donc, en 2000, quand la France l'a menacé, il a dit, je ne veux pas de problème. Il s'est retiré en même temps. Voilà, c'est dans ça Laurent Gbagbo a pris le pouvoir. Donc, nous ne savons pas jusqu'à présent, est-ce que Laurent Gbagbo avait réellement gagné ou est-ce que Gueye Robert avait réellement gagné? Mais suite à cela, là, leurs divergentes ont créé des morts, ont engendré des morts. Il y a eu 300 morts ce jour-là. Ah oui, en 2000, il y a eu 300 morts. Aucune justice n'a été faite. Par exemple, Laurent Gbagbo, je tiens à vous souligner, parce que les membres du pays, toujours qu'on les voit, on a l'impression que c'est des gens de la justice. On a l'impression qu'ils ne sont pas dans l'injustice. On a l'impression que dès que tu fais qu'ils te jugent selon la justice, ils sont cohérents. Non, ils n'ont jamais été cohérents. Et ils n'ont jamais jugé qui que ce soit en Côte d'Ivoire. Sous leur régime, sous leur règne, ça a été toujours le désordre. Donc les 300 mois en 2000, quand Laurent Gbagbo a pris le pouvoir, il n'a pas fait d'enquête. Qui avait commis ces crimes, qui n'avait pas commis ça? Les militaires qui avaient tiré sur ce peuple, Laurent Gbagbo n'a jamais ouvert une enquête pour savoir qui avait commis tel crime ou tel crime. Il a fermé les dossiers. Un an après, il a pris le pouvoir en 2000. 2001, voilà Chani de Yopougon qu'on découvre. Oui, ce Chani existait. Et Émile Bogadoudou avait vu ça. Mais pour éclairer les gens, parce que ce Chani existe, les médias internationaux disent que Laurent Gbagbo a commis un Chani. Et que ceux qui sont là-bas, là, ce sont des nordistes. Gbagbo, tu fais quoi? Ouvre une enquête transparente. Il ne faut pas bloquer les enquêtes. Permets aux gens de venir. Il faut déléguer des experts ivoiriens, des experts internationaux. Ensemble, ils vont faire une coalition et mener une enquête coalisée internationale et nationale. Laurent Gbagbo ne l'a pas fait. Il a verrouillé cette histoire d'enquête. Voilà coup d'État qui vient en 2002. Tout ce temps, en 2001, il n'a même pas lancé des enquêtes pour savoir qui avait fait quand qui. Oh, il y avait des morts, des cadavres en Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, Laurent Gbagbo était président. Aucune enquête n'a été ouverte. Un homme comme ça, il n'est pas suspect, mais il est bel et bien suspect. Mais on poursuit. En 2002, voilà coup d'État qui arrive. Du 18 au 19 jusqu'au 20 septembre 2002, Abidjan paniqué. Les différentes villes de la Côte d'Ivoire, ça tire seulement. Les gens meurent. On ne sait plus qui tue qui est venu tuer qui. Est-ce que c'est Rebelle qui a tué ou ce sont les forces royales fidèles à Laurent Gbagbo qui ont tué? On ne sait pas. Mais en tout cas, ce jour-là, il y a eu des morts. Son ami intime, Bogadoudou meurt. Mais il n'était pas n'importe qui. Il était le ministre de l'Intérieur. Et en même temps, le ministre de la Défense, je pense, si j'ai une bonne mémoire. Mais Bogadoudou n'était pas n'importe qui. Il a été l'un des membres fondateurs du FPI. C'était un professeur agrégé, un avocat reconnu internationalement. Mais ce cerveau, qui était l'ami intime de Laurent Gbagbo, ce jour-là, il tombe, il meurt. Le même jour-là, Gueye Robert tombe, il meurt. C'est bizarre. Ce même jour-là, ils ont failli abattre Alassane. Ils sautent aux clôtures, ils tombent dans la cour de l'ambassadeur de l'Allemagne en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? Ils tombent dans la cour de l'ambassadeur de l'Allemagne en Côte d'Ivoire pour se sauver la peau. Et quand les gens sont venus derrière lui, ils ont battu ces gardes de corps. Alassane Ouattara, ils ne l'ont pas trouvé parce que ces gardes de corps l'ont sauvé. Ils l'ont soulevé pour le jeter, pour le projeter dans la cour de l'ambassadeur.
Et eux, ils sont restés. Donc, quand les militaires sont venus, ceux qui devraient éliminer Alassane, ils n'ont pas trouvé Alassane. Il y a eu échange de coups de feu et ils ont tué ces gars des corps. Bon, avec tous ces morts-là, les rebelles se sont repliés sur Bouaké. Les forces royales à Gbagbo sont restées à Abidjan. Gbagbo était en Italie, il prend un vol avec des lunettes noires. Il a arrêté à l'aéroport, fait Félix Houphouët-Boigny. Il dit, je ne pouvais pas rester à l'étranger pendant que mon peuple souffrait. Je suis venu pour mener la lutte. Et puis ça crie, wow, Abidjan, wow. On dit, ok, le Woody de maman est arrivé, on va voir maintenant. Mes frères, histoire d'enquête là, il n'y a jamais eu d'enquête. Même Camara H, les amis de Afoussiata Bamba, l'avocat, soi-disant de trucs de Soro Diop, il est mort. Mais lui, il était dans la musique. Il était un arrangeur. Les Marcelin Yassé, ils sont morts. Le père de Benida. Ce jour-là, ils sont morts. Tous ces gens-là. Mais c'était des grandes personnalités du pays. Mais Marcelin Yassé, il a été l'un des plus grands arrangeurs de la Côte d'Ivoire. Il était devant les Totorino, les David et Taïro. Là. Il les maîtrisait. C'était un patron. Mais qui ne le connaissait pas? Les Congolais venaient en Côte d'Ivoire, il arrangeait la musique congolaise. Donc il était connu même en Afrique. Même aussi le plan international. Il a été abattu. Aucune enquête, rien. Camara H, il a été abattu. Guy Robert, Bogadoudou. Mais ceux qui ont été abattus, ce ne sont pas des moins que rien. Souvent, on tue des gens qui ne sont pas trucs. On peut dire, bon, ils ont étouffé l'affaire et tout. Parce que c'est ça, les justices. Quand tu es pauvre et puis on te tue, ça ne va nulle part. Ils vont ouvrir enquête même où. Ils vont étouffer l'affaire. On dit, bon, lui là, c'est un pauvre, donc ça ne va nulle part. Mais des grandes responsabilités, des grandes personnalités, on les tue. Laurent Gbagbo, il vient au pouvoir. Il n'a jamais ouvert un dossier pour essayer d'orienter les enquêtes des 300 morts de 2000, de la mort de son ami Émile Bogadoudou, de la mort de Guy Robert, de la mort de Marcela Yassé, de la mort de H, rien du tout. Et en dehors de ça, il y a eu même les Dagroulou là, qui ont été tués. Vous connaissez les Dagroulou là? Ce n'étaient pas des petites personnalités. C'était des gros cadres du pays. Ils ont été abattus ce jour-là. Et il n'a même pas orienté les enquêtes. Quels sont ceux qui voulaient tuer Alassane? Parce que c'est tentative de crime quand même. Par exemple, imaginez aujourd'hui en Côte d'Ivoire, un haut responsable des militaires s'organise et ils s'en vont à son domicile dans le but d'aller la battre. Et que le concerné, il arrive à s'échapper. Est-ce que l'État, normalement, dans un bon état, l'État doit quand même mener des enquêtes pour essayer d'identifier les coupables, ceux qui voulaient tuer ce dernier, afin de les arrêter, les appréhender et les mettre sous mandat de dépôt. Suite au jugement, ils vont voir s'ils sont responsables ou pas. S'ils ne sont pas responsables, on les libère, les enquêtes continuent. S'ils sont responsables, on les enferme. Laurent Gbagbo n'a jamais ouvert une petite enquête. Est-ce que vous comprenez? Donc ce monsieur, il était un chaos pour notre nation. Je vais mouiller ma gorge et on poursuit. Il était un chaos pour notre nation. Gbagbo a été une catastrophe, un chaos total pour notre nation. Aucune enquête, rien du tout. Et encore, pour surprendre les gens, Laurent Gbagbo, il décide de blanchir tous les rebelles. Mais je me pose des questions. Il a vite blanchi les rebelles. Il se reprochait quoi? Qu'est-ce qu'il se reprochait? Est-ce que ouvrir une enquête allait frapper son propre camp? Donc, pour éviter que la vérité apparaisse au grand jour, il a décidé de blanchir les rebelles et faire croire aux gens que tous ces crimes qui avaient été commis ce jour-là, ça venait des rebelles. Et que lui, ses militaires, ainsi que ses propres amis, n'avaient rien à voir là-dedans. Non. Jusqu'à présent, je dis ce n'est pas clair. Le FPI a commis des crimes contre l'humanité. Le FPI a été impliqué dans ces crimes. Et le FPI ne peut pas se dissocier de ce qui est arrivé aux Ivoiriens. Donc, des gens qui s'agacent aujourd'hui pour dire pourquoi Ouattara, il arrête
Les militants du FPI, il les met en prison. Pourquoi il les accuse? Et que ce sont les rebelles. Mais qu'est-ce qui vous prouve que ce sont les rebelles? Parce qu'au temps de Gbagbo, Gbagbo dit rebelle n'a pas tué. Donc si rebelle n'a pas tué, qui a tué alors? Parce que quand lui il était au pouvoir, là, il dit que ce n'était pas des rebelles. Mais quand tu es blanchi, ça veut dire que tu n'as rien fait. Et que des gens t'ont accusé à tort. Donc quand tu dis non, ceux-là ils n'ont rien fait. C'est pour ne rien que vous les accusez. Donc ils n'ont rien fait. Et tu reconnais. Ben, c'est comme si on t'arrête, on t'envoie en prison. On t'accuse. Et que le jour du jugement, on te juge, on dit non, il n'a rien fait. Le juge, il te blanchit. Tu as été blanchi. Donc, quand quelqu'un est blanchi, c'est quelqu'un qui n'est pas impliqué dans un fait et qu'ils ils l'ont accusé à tort. Voilà pourquoi on te blanchit des faits dont on t'avait reproché. Donc, voilà comment Laurent Gbagbo, il blanchit les rebelles. Donc, le peuple ivoirien a reproché des faits à ces rebelles. Laurent Gbagbo dit non, ce ne sont pas les rebelles. Donc, il les blanchit. Et il leur donne chacun un grade. Il dit, toi, tu es colonel. Toi, tu es commandant. Toi, tu es général. Toi, tu es lieutenant. Toi, tu es tant. Il doublait même les étoiles. Ils disent, toi, c'est 2 étoiles. Toi, 1 étoile. Toi, 4 étoiles. Toi, je ne sais pas. S'il y a 20 étoiles, je ne sais plus. Pendant que les étoiles se multipliaient, leur salaire aussi se multipliait. Il n'a jamais ouvert une enquête. Donc, si les rebelles n'ont pas tué, qui a tué? Voilà la question. Qui a tué? Donc, puisque cette question n'avait pas pu éclairer le peuple ivoirien, alors aujourd'hui, Alassane est venu au pouvoir. Il a décidé d'éclairer le peuple ivoirien. Alassane est en train de nous dire que tous ceux qui étaient morts là, c'est Laurent Gbagbo et sa bande qui les avait tués. Voilà pourquoi il les pourchasse. Voilà pourquoi il les met en tôle. Et puis ils sont étonnés. Non, votre un dictateur. Mais vous là, vous êtes quoi vis-à-vis du peuple? Le peuple meurt. Le peuple est assassiné. On dit génocide. On découvre des charniers. Aucune justice n'est menée. Mais est-ce que nous étions dans un état de justice? Dans un état de droit? Et c'est vous qui venez critiquer Alassane? Que la Côte d'Ivoire n'est plus un état de droit. Mais au temps de Gbagbo, c'était un état de droit. Où on pouvait tuer 300 personnes. Où on pouvait faire un charnier. Où on pouvait tuer des hautes personnalités politiques. Des gens reconnus internationalement, des personnalités musicales. On pouvait les assassiner sans aucune enquête. Et vous nous parlez d'état de droit. Mais c'était la jungle. La Côte d'Ivoire était la jungle sous le règne de Gbagbo. C'était la jungle. Donc, je pense que les membres du pays sont mal placés pour juger Alassane Ouattara. Ce n'est pas eux qui devraient juger. Si des gens devraient juger, ce sont des personnes qui sont neutres, qui n'ont aucun parti pris, ou bien qui ne font même pas partie du FPI, qui sont en dehors même du FPI. C'est ceux-là même qui devraient critiquer Alassane. Mais voir un militant ou un haut cadre du FPI critiquer et dire qu'il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire, je pense que vraiment, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Sous Laurent Gbagbo, on a eu un grand génocide. Ils n'ont jamais ouvert des enquêtes. Et aujourd'hui, ils viennent accuser Alassane. Je pense que c'est quand la personne n'a plus rien à dire, que la personne est là, tergiversée, dit n'importe quoi. Donc, laissons les membres du pays dans leurs bêtises. C'est une réflexion renversée. Eux, ils raisonnent de façon renversée. Quand on leur demande de bien raisonner, non, ils préfèrent raisonner autrement. C'est ça leur problème. Dans cette vidéo, je demande aux militants du RADP de se faire enrôler massivement. Ne suivez pas l'exemple des membres du FPI. C'est bien beau d'être amoureux de son parti politique. C'est bien beau de suivre l'idéologie de ton leader politique. C'est bien beau de vouloir faire gagner, de vouloir donner la victoire à ton leader politique. Mais mon frère et ma soeur, on peut donner la victoire à son leader en une seule condition. Et cette condition, c'est en passant par les urnes. Mais tu peux avoir accès aux urnes si seulement si tu possèdes une carte électorale. Or, pour obtenir cette carte électorale, il faudrait que tu ailles te faire enrôler. Si tu ne vas pas t'enrôler, mon frère ou ma soeur, le jour J, il ne faut pas dire
Je ne sais pas bien parler du lot, mais mon cœur me fait mal. Mon cœur me fait mal. J'ai envie de voter truc en AGC, Amadou Gon Coulibaly, mais je n'ai pas de carte. Mais si tu n'as pas de carte, il ne faut pas venir pleurer. Pour dire, Amadou allait gagner, mais il lui manquait un point. Mais s'il n'a pas gagné, qu'il lui manquait un point là, tu seras le responsable. Parce que peut-être si tu lui donnais ce un point là, il allait gagner. Mais si tu ne lui donnes pas ces un point là, il va gagner comment? Histoire de popularité, on sait que le RADP est populaire. Un homme, mais la popularité ne donne pas la victoire. Si cette popularité n'est pas suivie d'action, est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire tu peux avoir 1 million ou bien 10 millions de militants derrière toi. Mais si on demande à ces millions d'individus d'aller se faire rouler, que ces gens-là restent à la maison, ils ne veulent pas aller, et puis ils sont fascinés, ils sont dans les émotions. Oh, il va gagner. Oh, ils oublient que pour faire gagner quelqu'un, il faut avoir un document. S'ils ne prennent pas le temps pour faire ce document, et qu'ils restent chez eux à la maison, mais le jour J, quand ils vont dire allez-y voter, s'ils n'ont plus assez au vote, d'autres, par nervosité, ils vont passer aux actions barbares. Ils vont commencer à casser les urnes. Par exemple, des gens qui ne peuvent pas voter, eux là, ils s'apprennent aux urnes parce qu'ils sont nerveux pour éviter que le RADP soit accusé à tort ou à raison. Parce que ceux qui sont en face, ils attendent ces genres de choses. Donc moi là, je demande aux militants, pour avoir carte électorale, tu n'as pas besoin, ils ne t'ont pas dit qu'il faut envoyer un diplôme. Ça n'a rien à voir avec un diplôme quelconque. Que ta maison soit dans au milieu d'un champ de cacaoyer, mon frère, tu peux avoir une carte électorale. Il suffit d'envoyer tes documents, acte de naissance, je ne sais pas, certificat de nationalité, les trucs comme ça, pour attester que réellement tu es ivoirien, tu as la nationalité ivoirienne et que tu as un droit de vote. Tu prends ça, on te fait ta pièce nationale d'identité. Et suite à ça, tu auras une carte, tu vas aller voter. Là où tu vas aller faire ton document, là, le jour J, c'est là-bas que tu vas aller. Dans la ville ou dans la région, c'est là-bas que tu vas aller voter. Donc, c'est ce qui est clair. Le message, fait passer ça aux gens parce que beaucoup ignorent ça. Beaucoup d'Ivoiriens ne tiennent pas compte de ça. Voilà pourquoi quand on dit qu'il y a élection, des gens sont à la maison. Ils pensent que c'est en restant à la maison, ils vont faire élire le champion. Non, ça c'est une erreur. Il faudrait que les gens sensibilisent les gens dans ce domaine, dans ce sens, pour qu'ils comprennent l'importance des cartes électorales. Ça, j'ai déjà fini avec. Maintenant, Laurent Gbagbo et ses amis s'accrochent au pouvoir en faisant croire aux gens qu'ils ont gagné. Mais ils ont gouverné le pays pendant longtemps, il n'y a jamais eu de transparence. Depuis 2000 jusqu'en 2010, 2011, ils n'ont jamais ouvert l'appareil d'État, ils n'ont jamais fait une justice transparente, ils n'ont jamais expliqué aux Ivoiriens concrètement. Pour tous ces morts, ces pillages, ils n'ont jamais dit quoi que ce soit au peuple ivoirien. Ils ont toujours camouflé les choses. Maintenant, on dit élection 2010, là, c'est là, il dit non, il faudrait que ça soit transparent, il faudrait que ça soit trick, il faut faire récomptage des voix. Mais pourquoi autant de Gueye Gbagbo ne disaient pas il faut faire récomptage des voix? Et c'est face à Alassane, il dit non, récomptage des voix. Mais Laurent Gbagbo, il pense qu'il est le plus rusé de tous les Ivoiriens. On ne pouvait pas accepter ça. Sachant bien que lui-même, il voit sa défaite de ses propres yeux, il s'en va annuler cette région. Et jusqu'à il a mis Bouaké dedans. Bouaké, ce n'est pas une petite ville. Bouaké, là, ce n'est pas une petite ville. Mais allez-y à Bouaké. Mais Bouaké est la deuxième grande ville de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, après Abidjan, vient Bouaké. Donc, tu ne peux pas annuler les élections de la ville de Bouaké et prétendre être le victorieux. Non, ça, c'est de l'injustice flagrante. Donc, Laurent Gbagbo avait annulé les élections de Bouaké et Korogo ainsi que d'autres localités. À faire que c'est Doukou et tout, cette région. Suite à ça, il dit non, c'est lui qui a gagné. Mais qui peut accepter ces âneries-là? Si tu es candidat et qu'il y a eu même quelques fraudes, tu ne peux jamais accepter qu'on annule des localités. Et pourquoi il a visé le nord? Pourquoi il a visé le centre de la Côte d'Ivoire? Parce que Bédié et Alassane avaient fait une coalition. Donc, il fallait neutraliser les voix des électeurs en commençant par le centre de la Côte d'Ivoire jusqu'au nord. Tous ceux
qui avaient donné leur voix à Alassane, il fallait neutraliser leur voix. Et c'est comme ça ils avaient pris la décision d'annuler les élections qui s'étaient déjà déroulées au centre jusqu'au nord. Ils ont annulé les résultats de là-bas. Et ils se sont basés sur les résultats venant du sud, de l'ouest et l'est. Parce que là-bas, là, il a des militants qui lui sont tellement fidèles. Mais pourquoi il n'annulait pas tous les résultats de l'ouest? Il fallait qu'il annule tous les résultats de l'ouest. Et on va voir s'il allait toujours gagner. Il ne l'a pas fait. Donc on appelle ça de l'hypocrisie notoire. Et c'est sur ça Gbagbo il s'est basé pour dire qu'il a gagné. Et si Tacha il dit il n'a qu'à faire recomptage des voix. Quelle voix? Et le recomptage des voix, vous savez ce qu'il disait? Il dit non, les régions qu'il a annulées là, ils n'ont qu'à écarter ça. Et les régions sur lesquelles lui il s'est basé pour s'auto-proclamer président là, c'est sur ça qu'ils n'ont qu'à se baser pour recompter les voix. Mais est-ce qu'il est sérieux? Et les membres du pays, ils sont là à gasser les gens, ils sont là, fatiguer les gens. Gbagbo a gagné, Gbagbo n'a jamais gagné. Il a été le président le plus nul que la Côte d'Ivoire ait connu. Il a été le président le plus nul. Il ne peut rien apporter. Mais ce dernier se prétendait être un panafricain. Mais lui-même, il ne sait pas. Il ne connaît pas le monde. Il ne sait pas comment le monde fonctionne. Pour sauver ton pays, il ne faut pas faire bras de fer avec un blanc. Il comptait sur quoi? En faisant les bras de fer blancs. Lui-même, il se dit historien, mais il ne connaît même pas l'histoire. J'espère que les élèves à qui il avait donné des cours, vraiment, ils souffrent aujourd'hui. Est-ce qu'ils ont réussi même? Parce qu'un soi-disant professeur d'histoire qui lui-même, il ne maîtrise pas l'histoire, vraiment, c'est un chaos. C'est une catastrophe pour les élèves. Hein? Lui qui doit t'enseigner, si lui-même il est nul, il va te donner quoi? Il va te donner n'importe quoi. C'est poubelle, il va mettre dans ta tête. En retour, tu vas raisonner comme quelqu'un qui était dans une poubelle notoire. Je tiens à souligner au noir. Je dis au noir. Comment il faut fonctionner avec le blanc. Parce que souvent des noirs, ils raisonnent avec les émotions. On ne veut pas, on ne veut pas. C'est une révolution, ils font maintenant. Tu les vois, ils font leurs petits bras, on dirait des segments là, dans les rues. Et on ne veut pas. Oui, oui, les blancs partez. Vous faites comme ça, ils vont vous mater, ils vont vous massacrer. Et puis ça ne va nulle part. Tu l'attrapes aussi là. Ils vont même aller bombarder ta famille. Tu vas beau gueuler, ça ne va pas aller quelque part. Je prends l'exemple de la Chine parce que là, je suis arrivé sur sur Laurent Gbagbo, soi-disant panafricain. Je vais essayer d'enseigner à Laurent Gbagbo comment il devrait faire leur combat là, comment il devrait mener leur combat. Et soi-disant, c'est panafricain qui agace les gens à longueur de journée. Je vais leur donner une stratégie de lutte. Ils vont comprendre. Prenons le cas des Chinois. Les Chinois ont été colonisés seulement d'abord par les Japonais et ensuite par les Anglais. Grosso modo par les Européens. Mais on vous a dit les Chinois ont pris des armes pour combattre les Européens. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas combattre les Européens avec des armes. Ils savaient que s'ils s'hasardaient à aller sur un tel terrain, ils allaient se faire massacrer par les Européens. Et puis ça n'allait pas aller quelque part. Mais les Chinois ont eu l'intelligence. Étant dans l'esclavage, ils ont fait comme s'ils étaient ignorants. Mais tout en faisant croire à ces Occidentaux qu'ils allaient devenir leurs esclaves. Et donc, ils ont demandé aux Occidentaux de venir investir en Chine et qu'ils n'ont qu'à payer à leurs concitoyens un très bas salaire. Et les Occidentaux, ils ont dit, ah, voilà un bon marché. Au lieu de payer les travailleurs qui sont en Occident, hein, par mois, tu vas lui donner 2000 € ou 1500 €. Avec la Chine, ils vont travailler pour toi. Ils ont au moins 500 €. Donc, quand ils ont vu le marché, ils ont dit, le marché chinois est mieux. Ils ont délocalisé leurs entreprises, hein, les grandes entreprises, leurs usines, ils ont envoyé ça en Chine. Est-ce que vous comprenez? Ils ont tout pris pour emmener ça en Chine. Mais la Chine a accepté d'exploiter les citoyens chinois pendant longtemps. Donc, les Chinois travaillaient pour eux. Ils leur donnaient un bas salaire. Et cela encourageait les Occidentaux, Américains, Occidentaux. Eux tous, ils sont allés investir en Chine.
Et la Chine a profité de ça pour apprendre. Les citoyens chinois ont appris. Et ceux qui ont fréquenté à l'étranger ont aussi appris dans les écoles européennes, américaines et tout. Ils ont appris. Et ceux-là, ils sont repartis en Chine. Ils sont repartis en Chine. Et les usines et tout, toutes les machines que les Occidentaux avaient envoyées, ils ont regardé, ils ont triché, ils ont fait contrefaçon et tout. Quand eux, ils ont connu ça, ils ont dit, bon, nous voulons maintenant notre indépendance. Ils ont profité. Pendant qu'ils se faisaient exploiter, ils bâtissaient leur armée à côté, sans bruit. Ils ne faisaient pas des révolutions, quittaient notre... Non, non, non. Un peu, ils créaient leur armée. Et petit à petit, quand ils ont su qu'ils ont eu une armée forte, ils ont dit, bon, écoutez, on met fin à tout ça, on va renégocier. Toutes les entreprises que vous avez envoyées ici, alors transmettez-nous la technologie ou soit vous partez. Parce qu'ils savent qu'ils ont maintenant une armée forte. Si les Occidentaux font n'importe quoi, ils peuvent leur faire face. Donc les Occidentaux, voyant cela, que ceux-là maintenant, ils sont nombreux, ils ont une armée. Vraiment, on ne peut pas s'hasarder à dire on va leur déclarer la guerre. Donc pour que nos entreprises soient toujours maintenues en Chine, on préfère faire transfert de technologie. Et c'est comme ça, ils ont donné une partie de leur technologie aux Chinois. Et les Chinois ont profité de ça pour développer leurs propres entreprises. Ils ont fait du contre-espionnage et ils ont volé certaines technologies européennes, américaines. Et les Chinois se sont développés. Devant les Européens, ils sont devenus, ils ont dépassé les Européens en économie. Donc, ils sont deuxième puissance mondiale économiquement parlant. Est-ce que vous comprenez? Mais les Noirs, ils ne savent même pas faire ça. Les Noirs, ils ne connaissent pas ça. Même l'Inde, c'est comme ça, ça s'est passé. Les Indiens, là, l'Inde a été colonisée par les Anglais. Mais avez-vous vu les Indiens prendre des armes pour tuer les Anglais? Non. Ils ont fait comme les Chinois, avec l'intelligence. Il faut les laisser investir. Tu voles une partie de la technologie, vous vous développez et vous vous cultivez. Et suite à ça, vous savez que vous pouvez vous-même créer vos propres industries. Une fois que tout est mis sur pied, vous créez une belle armée. Vous savez que vous avez une armée forte et vous leur dites, écoutez, ça fait longtemps, ces accords existent et vous nous malmenez. Bon, à partir d'aujourd'hui, on veut des accords gagnant-gagnant. Revoyez ça si vous ne voulez pas partir. Mais quand ils vous voient là, ils savent qu'ils ne peuvent pas dire, bon, on va vous menacer militairement parce qu'ils savent que militairement, vous êtes fort aussi. Donc, automatiquement, ils sont obligés de renégocier les anciens accords qui leur permettaient, qui leur poussaient à vous piller. Voilà comment il faut faire. C'est ça les Noirs n'ont pas compris. C'est ça les Gbagbo et sa bande n'ont pas compris. Ils pensent que avoir son indépendance, c'est de prendre les armes. C'est de crier dans les Sorbonnes. Vous, France, abat la France. C'est n'importe quoi ça. Vous faites ça, ils vont vous tuer tout le temps. La politique d'Alassane Ouattara est la meilleure des politiques. Je dis bien, la politique d'Alassane Ouattara, les Ivoiriens ne comprennent pas. Mais je suis Alassane Ouattara du près. Et cette politique qu'il mène en Côte d'Ivoire, c'est une politique à saluer. Parce qu'il connaît l'esprit occidental. Il connaît quels sont ceux qui sont les Occidentaux. Il sait comment ils fonctionnent. Donc, pour faire bras de fer avec eux, il risque même de détruire toute la Côte d'Ivoire. Et puis, ça ne va nulle part. Qui va les poursuivre? Aucun État, aucun citoyen africain ne peut arrêter ceux qui vont commettre ce banditisme notoire sur le territoire africain. Ils vont tuer et puis ça ne va nulle part. Et donc, comme on sait qu'on ne peut rien faire contre eux, ce n'est pas une exploitation gratuite. Mais Ouattara, qu'est-ce qu'il fait? Il fait tout pour les appeler en Côte d'Ivoire. Il dit, venez investir. Venez. Même si ils prennent une grosse partie dans leurs accords qu'ils signent avec l'État ivoirien, ils peuvent dire, bon, nous on prend 80%, vous Ivoiriens, vous avez 20%. Le gouvernement ivoirien prend. Mais le gouvernement ivoirien sait ce qu'il est en train de faire comme politique. Parce qu'il faut avoir une vision à long terme. Il faut te dire, bon, ce qu'on fait aujourd'hui, dans 30 ans, les données vont changer. Donc, dans 30 ans, on aura une armée forte. On pourra, en ce moment-là, leur demander de revoir tous les accords. Pendant ce temps, ils ne peuvent plus nous bombarder militairement. Et donc, un les poussant à venir en Côte d'Ivoire pour investir, Alassane, il sait que même si la Côte d'Ivoire prend 10 ou 15% du revenu que ces gens-là viennent, que ces gens-là gagnent en Côte d'Ivoire, il sait qu'en dehors de ça, c'est le peuple ivoirien qui va travailler là-dedans. Donc, non seulement ça va créer de l'emploi sur le territoire national ivoirien,
Parce que le peuple ivoirien va aller demander du boulot. Donc, du coup, les Ivoiriens vont travailler. Et ceux qui vont travailler, bon, ils seront obligés de s'épanouir au sein de notre société. Est-ce que vous comprenez? Mais toutes ces entreprises qui s'en vont mettre là-bas, là, ils ne vont pas mettre ça sur leur tête pour revenir en France. Ils ne vont pas mettre ça sur leur tête pour aller aux États-Unis. Ils ne vont pas mettre ça sur leur tête pour aller en Angleterre. Ils ne vont pas mettre ça sur leur tête pour aller en Allemagne. Ces entreprises restent en Côte d'Ivoire. Ils ne vont pas mettre ces entreprises sur leur tête pour aller en Chine, en Russie, en Turquie, en Iran, en Arabie Saoudite. Ça reste en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on peut souffrir parce que pour eux, c'est impossible de nous voir s'asseoir sur la même table pour causer. Mais tout ce qu'on nous on sait qu'on peut les attirer petit à petit. Ils n'ont qu'à bouffer aujourd'hui. Mais d'ici 30 ans, les données vont changer. Et toutes ces entreprises qui mettent en Côte d'Ivoire, un bon matin, on peut leur dire, bon, écoutez, vous nous avez assez volé, hein, l'inégalité a pris trop d'années, mais maintenant, on ne veut plus de l'inégalité, des accords. Revenons sur les anciens accords, resignons, revoyons, revisitons les anciens accords. On va les resigner. Et en ce moment-là, ils ne pourront plus rien faire. Parce que pendant ce temps, la Côte d'Ivoire aura pris des temps, un bon moment pour bâtir une bonne armée. Donc on va avoir une industrie d'une armée forte. Et quand c'est comme ça, ils ne pourront plus essayer de dire ils vont nous attaquer militairement. Et quand c'est comme ça, ils seront obligés de négocier. Ils vont revoir les accords. Ils vont revoir les accords. Mais les Noirs n'ont pas compris. Vous n'avez pas d'armée. Aucune économie n'est forte. Vous ne vous êtes pas préparé pendant longtemps. Vous vous réveillez un bon matin. Partez. Mais vous pensez que vous pouvez tenir. Pour leur faire front, là, il faut se préparer à long terme. Les Chinois ont compris. Les Japonais ont compris. Les Indiens ont compris. Et beaucoup de peuples du monde ont compris. Il n'y a que les Noirs qui ne comprennent pas cette politique. Et Gbagbo qui se dit politicien, historien, il n'a rien compris. Il n'a rien vu là-dedans. Au lieu d'enseigner cette manière de faire la politique à ses militants, il ne l'a pas compris. Et Ouattara qui lui, vous qui l'accusez que non, il n'est pas panafricain, c'est lui qui a compris cette démarche politique. C'est ce que Houphouët avait fait. C'est la même démarche que Houphouët, parce que Houphouët avait compris qu'il ne fallait pas les boycotter. Vous avez vu les Guinéens, ils n'étaient pas prêts, ils ont commencé à les boycotter. Malaisie en Guinée. Et vous allez voir comment, est-ce que la Guinée, par rapport à la Guinée et la Côte d'Ivoire, quels sont entre les deux pays-là, lequel des deux est développé? Ce n'est pas une injure envers le peuple guinéen, je parle de la Guinée-Conakry bien sûr. Mais allez-y visiter là-bas et vous allez voir. Parce que Sékou Touré n'avait rien compris. Dès le début, oh je ne veux pas, je ne veux pas. Mais vous avez compris la Guinée, Houphouët, il voulait aller sur cette piste, mais après il a compris, il a dit, les blancs là, c'est déjà, il faut blaguer. C'est des blancs, il faut blaguer. Et par rapport à ça, ils vont investir beaucoup en Côte d'Ivoire, ils vont développer. Le jour, on est maintenant prêt. C'est ça où il faut dire que mon peuple n'est pas encore prêt. Il avait tenu ça dans un discours. Il dit son peuple n'est pas encore prêt. Il n'est pas prêt. Sous quelle forme? Économiquement, on n'est pas encore là. L'armée, on n'est pas encore là. Des industries sanitaires, on n'est pas encore là. Donc, on ne peut pas se révolter contre eux. Le jour où les Ivoiriens vont commencer à fabriquer leurs propres médicaments, à faire des recherches dans les vaccins, être à la pointe de la technologie, dans tous ces domaines, à la pointe des recherches des armements, hein, dans l'économie, on pourra en ce moment-là leur demander de renégocier. Mais vous ne voyez pas l'Iran, je prends le cas de l'Iran. Imaginons que tu te révoltes et qu'il veut te faire du mal. Bon, il décide de ne plus commercialiser avec toi. Et tous les pays qui sont aux alentours, ils leur demandent de ne plus commercialiser avec la Côte d'Ivoire. On fait comment? On va aller vendre ce cacao là. On ne peut même pas transformer ça. Quiconque veut acheter cacao, il sera sanctionné. L'entreprise sera... On fait comment? On fait comment? On va manger cacao cru. On n'a même pas une technologie pour pouvoir créer des machines et transformer le cacao sur place pour transformer ça en escao ou bien chocolat. Mais ils sont capables de mettre embargo. Vous ne voyez pas le Venezuela, vous ne voyez pas l'Iran, vous ne voyez pas. Mais ces pays-là, le Venezuela, c'est un pays qui a avancé industriellement par rapport à la Côte d'Ivoire. L'Iran est un pays qui a avancé industriellement par rapport à la Côte d'Ivoire. Mais ces pays subissent. Mais imaginons
une Iran, bon, je ne sais pas si on dit une Iran ou un Iran, qui, imaginons qu'il n'était pas à la pointe de la technologie médicale. Mais le Covid-19 qui est arrivé là-bas, qui les a frappés, personne n'est parti les aider. Parce que toutes les entreprises du monde étaient interdites de commercialiser avec l'Iran. Puisqu'il y a des embargos européens et américains. Mais puisque eux-mêmes, ils ont formé leurs propres médecins, ils ont lutté pour mettre fin à cette truc maladie. Ou bien ils ont réduit le taux de mortalité. Mais avec leurs propres moyens. Parce qu'eux-mêmes, ils fabriquaient leur argent. Eux-mêmes, ils avaient leurs propres scientifiques. Donc eux-mêmes, ils ont fait leurs propres recherches. Ils n'ont pas compté sur l'étranger. En Côte d'Ivoire, si on dit qu'il y a une maladie qui frappe là-bas, sévèrement, mais il y a un truc, comment on les appelle, il y a un pharmacien là-bas pour fabriquer. Ou bien il y a des scientifiques pour fabriquer des médicaments en Côte d'Ivoire. N'importe quoi. Nous-mêmes, on achète des médicaments. Ça quitte l'Europe. En 2011, on a vu, tout simplement, la petite France a mis embargo. Ce n'est pas américain. C'est la France seulement qui a mis embargo. On pleurait. On mourait de faim. Imaginons, l'Amérique s'implique pour dire embargo. On n'utilise plus le système bancaire mondial. Le système SWIFT. On fait comment? Toi, tu as ton argent à la banque. Tu peux encore retirer, tu ne peux plus retirer. Ta carte bancaire ne peut plus fonctionner parce qu'ils vont griller le système. Tu mets ta carte avec ça va refuser. Donc, tu ne peux pas faire une guerre contre eux à pareil moment. Alors, tous ceux qui se disent panafricains, ils n'ont qu'à revoir leur démarche. Et la bonne démarche, c'est de blaguer ceux-là. Venir investir. Venir investir. On va être puissant. Quand on voit qu'il y a assez d'entreprises, on est maintenant formé. Hein? On est maintenant prêt dans tous les domaines. Un bon matin, on va leur dire, et ok, c'est bien beau, vous nous avez beaucoup aidé, mais les accords, ce n'est pas pour leur dire quitter nos pays, non, non. On leur dit revoyons les accords. S'ils ne veulent pas, on dit bon, à partir d'aujourd'hui, on nationalise toutes les entreprises que vous avez mis ici. On nationalise Banco, je ne sais pas, n'importe quel domaine, on va nationaliser ça. Et puis c'est fini. Ils seront surpris, on leur dit partez. Ils vont prendre leur bagage. Ils ne vont pas nous attaquer militairement parce qu'ils savent que s'ils viennent là-bas, ils vont souffrir. On n'a pas besoin d'armes nucléaires pour faire peur aux grandes puissances. L'Iran, là, n'a pas d'armes nucléaires. Mais malgré ça, ils ont peur d'attaquer l'Iran. Ils savent qu'ils vont gagner. Mais avant de gagner, là, ils savent combien de bateaux, combien de navires de guerre ils vont laisser, combien d'avions ils vont laisser, combien de soldats qui vont mourir. Voyant les chiffres, ils ont dit, on ne peut pas aller là-bas. Ou bien ça risque d'embraser toute la sous-région. Et donc, quand ils calculent, au lieu d'embraser la sous-région, ils ne savent pas où ça va déborder, où ça va arriver pour éviter la catastrophe. Ils préfèrent faire des sanctions, ils préfèrent se lancer des pics, ils préfèrent se menacer sur Internet, s'insulter sur Internet, mais ils ne dépassent pas les limites. Et c'est comme ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, voici la bonne stratégie que vous devez utiliser. Et dites à Laurent Gbagbo qu'il doit revoir sa politique. Et que cette politique dans laquelle vous avez plongé n'était pas une bonne politique. C'était une erreur stratégique qu'il avait menée. Il doit comprendre ça. Et Alassane, il connaît ses blancs. Voilà pourquoi il fait ça. Mais puisque un bon nombre de citoyens ivoiriens ne connaissent pas cela, donc quand Alassane met ses actions, on dit ils vendent le pays, ils vendent le pays. Mais ils n'ont pas encore compris. Ils n'ont qu'à quitter dans leur rêve. Ouattara ne vend pas le pays. Il fait tout ça pour que demain, dans 30 ans, 40 ans, on puisse récupérer tout ce qu'ils construisent en Côte d'Ivoire. On va récupérer, ça va appartenir aux Ivoiriens. On va renégocier les accords, mais ça ne sera plus Alassane, ça sera un autre dirigeant parce que d'ici 2050, Alassane ne sera plus là. Il est maintenant âgé. Est-ce que vous comprenez? Il est maintenant âgé. Même s'il est là, il ne peut plus faire la politique. Il sera tellement épuisé, il sera tellement fatigué, il ne pourra plus faire la politique. Donc, ça sera d'autres personnes qui viendront pour accomplir ce qu'il a commencé. C'est comme ça. Vous ne voyez pas ça comme ça. Vous voyez toujours les muscles. Mais écoutez, arrêtez vos conneries là. Mais ceux qui ne comprennent pas, c'est eux qui... Donc, c'était vraiment mes analyses de ce soir. Je vous remercie infiniment. Et je vous souhaite une très bonne nuit. Que le Seigneur soit avec vous. Et que vos prières soient exaucées par le Dieu Tout-Puissant.
On est ensemble, c'était l'incontournable guerre qui a compris. Vive la Côte d'Ivoire, vive la vérité. Ciao aux Ivoiriens.